Bonjour et bienvenue à ce journal des 7h à la une de l'actualité de ce mardi matin. La déclaration de principe signée par le Rwanda sous la médiation des États-Unis continue de diviser l'opinion congolaise dans la rue. Pour certains, ces documents visent les bradages des régions congolaises. Pour d'autres, les documents est plutôt présenté comme une étape importante dans la relance du processus de la paix. À toutes ces interrogations, vous suivrez une chronique au début de ce journal. Également au sommaire de votre 7h, 14 000 $ et 23 millions de francs congolais. C'est la somme collectée lors de la première phase par la province du Kasaï central pour soutenir les efforts de guerre. L'opération de la collecte est encore en cours. Les chèques de tous ces montants ont été présentés et remis hier au vice-premier ministre en charge de la défense. On en parlait dans ce journal. Et enfin, le retour à la normale à Mambasa, Aru et Djougou dans la province d'Elituri. Plus de 7 mois déjà que ces territoires n'ont plus enregistré des cas de violence et les menaces sécuritaires ont sensiblement baissé. Les marchés sont de nouveau opérationnels, les boutiques ont rouvert, les taxis circulent normalement et les élèves aussi ont repris le chemin de l'école. La vie vient de retrouver son rythme normal. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une région à la radio-télévision nationale congolaise. La Belgique, choquée par toutes les atrocités et exactions commises dans l'est de la RDC par l'armée rwandaise et le M23. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge l'a dit hier au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'un entretien de près de 2 heures. Maxime Prévost a promis l'implication de son pays pour mettre fin à ces crimes meurtriers et violents. Regardez. Le Royaume-Uni de Belgique soutient la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC face à un pays agresseur bien identifié. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, l'a encore répété devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi à la Cité de l'Union africaine. À l'issue de près de 2 heures d'entretien, le chef de la diplomatie belge a affirmé que son pays soutient toutes les initiatives en cours en faveur de la paix en RDC. Les conflits qui se déroulent à l'est du Congo sont aujourd'hui particulièrement meurtriers. Les exactions violentes qui s'y déroulent chaque jour sont effectivement un scandale que nous devons veiller à arrêter dans les meilleurs délais possibles, avec bien entendu la pression nécessaire de l'ensemble de la communauté internationale. La Belgique a été très claire sur ce dossier en considérant qu'il y avait effectivement un territoire qui était agressé et qu'il y avait donc par voie de conséquence aussi un agresseur. Nous sommes convaincus que ce qui fait la cohérence de la politique étrangère de la Belgique, c'est sa constance dans la défense des principes de justice, de respect du droit international, de respect des principes de la Charte des Nations Unies et donc aussi de l'inviolabilité des territoires et de respect de la souveraineté. Après avoir rencontré le président du Burundi, de l'Ouganda et celui de la RDC, le ministre Prévost s'est dit aussi optimiste quant à l'issue de la crise. Nous souhaitons donner un maximum de chance aux initiatives de médiation qui sont prises, qu'elles soient à l'initiative de la sous-région, avec, on le sait, le processus de Luanda, de Nairobi, l'Union africaine, mais aussi plus récemment les initiatives depuis Doha. La paix en RDC, il en a aussi été question entre les chefs de l'État et l'envoyé spécial britannique. La Grande-Bretagne s'est aussi rangée du côté de la RDC. Il y a un nombre de processus actuellement qui visent, qui essayent de rechercher une paix durable. Donc, il y a le processus de Luanda, de Doha, de Washington. Et l'important est que tous ces processus soient coordonnés. Mais éventuellement, ce qui est important, c'est de trouver la paix, la prospérité et aussi la sécurité pour la région. Tous ces balais diplomatiques montrent à suffisance que tous ces partenaires traditionnels de la RDC n'aspirent qu'à une paix définitive.
Je le dis à l'ouverture de ce journal, la déclaration de principe signée entre les RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique continue de diviser l'opinion congolaise dans la rue. Pour certains, ces documents visent le bradage des ressources congolaises. Pour d'autres, le document est plutôt présenté comme une étape importante dans la relance du processus de la paix. À toutes ces interrogations, Edith Chala réfléchit et apporte toute la lumière à travers cette chronique. Regardez. C'est trop beau pour être vrai. Les ennemis de la République font des insomnies. L'accord des principes signé entre Kinshasa et Kigali balise le chemin pour l'avenir. Et l'avenir, c'est l'accord de paix entre les deux pays, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les détracteurs de la République démocratique du Congo, visiblement atteints par le syndrome de Stockholm, parlent du bradage des ressources congolaises parce qu'ils voient le Rwanda gagner en tout lieu et en tout temps. Les principes convenus à Washington sont universellement connus et sous-tendent toutes les coopérations entre nations du monde moderne. Le premier de ces principes est la souveraineté garantie de chaque pays. Par une offensive diplomatique bien réfléchie, avec des participations à tous les forats internationaux, la voix de la République démocratique du Congo est passée. Les voyages du président de la République ont payé, même s'ils l'admettent, à demi-mot. 30 ans, il était temps. La maîtrise de la question, la connaissance de la situation, la véracité des faits présentés ont fait entendre raison aux partenaires internationaux. La signature de l'accord des principes sous l'égide de Marco Rubio, secrétaire d'État américain, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo qui a gagné, mais c'est la vérité qui a triomphé sur les mensonges. Les idéaux de paix ont prévalu. Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a dit que ce n'était pas une fin en soi. C'est plutôt le début de la construction d'une paix durable dans une région troublée depuis 30 ans par les Rwandais qui pouvaient varier les acteurs à sa guise. CNDP, M23, AFC M23, même posture, pillage des ressources congolaises assuré. Il faut un environnement propice aux deals minières DCI-USAI proposés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le Rwanda, poings et pieds liés, n'a d'autre choix que de s'aligner. Donald Trump à la rescousse de l'RDC du Rwanda. Le président américain peut se bomber le torse pour avoir fait signer Kigali et Kinshasa une déclaration de principe. Donald Trump s'est dit heureux pour cet accord de paix trouvé. Déclaration faite lors d'une brève interaction avec la presse à sa descente de son hélicoptère. Regardez. Le président acaba de chegar. Ok. Monsieur le Président, premièrement, joyeux anniversaire à votre épouse, la Première Dame. Monsieur le Président, vous venez de partager à travers les réseaux sociaux une actualité brillante en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Nous avons une grande nouvelle au sujet de la RDC et du Rwanda, surtout sur la déclaration des principes que les deux pays venaient de signer et de l'accord à venir pour le retour de la paix. Nous espérons que cela va se matérialiser bientôt. Monsieur le Président, votre administration a investi plus de 6 millions de dollars américains en Angola pour la construction du corridor sud pour faciliter les transports des minéraux en provenance de la RDC, de l'Angola et d'autres pays africains. C'est une bonne chose, vous le savez, mais tout ce que nous faisons, c'est pour préserver la paix. 14 000 $ et 23 millions de francs congolais, c'est la somme collectée lors de la première phase par la province du Kasaï central pour soutenir les efforts de guerre. L'opération de la collecte est encore en cours. Les chèques de tous ces montants ont été présentés et remis hier au vice-premier ministre en charge de la défense Guy Kabombo. Mwadian Vita, plus de précision avec Sandra Nyangitabu. Le Kasaï central, par le truchement du comité de récolte de fonds pour les FRDC, a mis la main à la pâte et a remis une enveloppe consistante au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwadian Vita pour l'effort de guerre. La ministre provinciale des Affaires humanitaires et sociales Marie-Isabelle Bampende, à la tête d'une forte délégation, a présenté au VPM Guy Kabombo Mwadian Vita une coquette somme de 14 716 $ américains et de 23 millions de francs congolais, résultat de la première
première phase de la collecte de fonds dans le Kasaï central en faveur des hommes en uniforme qui sont engagés au front. L'opération continue parce que l'arrêté qui nous a institué nous avait donné pratiquement 3 mois pour travailler pour ce collecte de fonds. Et lorsque nous avons eu ce premier acompte, nous sommes venus. La joie est que le ministre des Défenses a accueilli avec joie ce geste. Reconnaissant pour ce geste salutaire au profit des FARDC, Maître Guy Kabombo Modianvita a remercié la représentation du Kasaï central pour cet élan de solidarité qui témoigne leur attachement et leur soutien à l'armée régulière de FARDC et au groupe d'autodéfense Wazalendo qui combattent jour et nuit pour défendre l'intégrité territoriale. Pour Neftali Kambala, vice-présidente de cette commission provinciale, cette collecte est une première d'une longue chaîne dans la mobilisation et soutien au FARDC tel que sollicité par le commandant suprême, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de l'effort de guerre. Signature de la déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda. On en parlait encore. Cette signature qui ouvre la voie au retour de la paix dans l'Est de la RDC est très applaudie de demain par le Conseil universel pour la paix des nations et les continents CULPAC. C'était au cours d'une matinée d'engagement patriotique. David Moubinga nous en dit un peu plus. La signature de la déclaration de principe par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda à Washington ouvre des perspectives pour une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette avancée significative a été saluée lors de la matinée d'engagement patriotique pour le rétablissement de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, organisée par le Conseil universel pour la paix des nations et continents, CULPAC en sigle, dont le directeur général Daniel Santubiko s'est déclaré heureux de constater que l'espoir commence à se concrétiser. Dans cet esprit et pour le renforcement de la paix dans l'Est des nations, le CULPAC annonce solennellement aujourd'hui que les villes de Goma, Bukavu et Kisangani sont désignés comme villes de la paix. Leur proclamation officielle aura lieu le 25 décembre 2025 à l'image de la ville de Kolwezi que nous avons déjà reconnue. D'autres personnalités ont pris la parole au cours de cette matinée, notamment la marraine pour la paix en Afrique et ambassadrice de la Croix-Rouge en Afrique, Liliane Temouni, qui a plaidé pour l'unité en République démocratique du Congo. Le général Richard Boyombo a abondé dans le même sens, ainsi que d'autres invités à cette manifestation. Désormais, chaque mercredi, le coordonnateur national du programme PDDRCS va recevoir sans audience ni protocole tous les agents et cadres de ces programmes de toutes les provinces. Jean Dédieu Désiré Ntanga l'a dit aux agents de ces programmes de la coordination provinciale de l'Ituri au cours d'un échange. Peggy Mukunda, notre envoyé spécial. Les agents et cadres de la coordination provinciale du PDDRCS en Ituri sont appelés à faire preuve de patriotisme, de dynamisme et à nourrir de grandes ambitions pour faire avancer le programme. Tel est l'appel lancé par le coordonnateur national du PDDRCS, Jean Dédieu Désiré Ntangatita, au cours d'une rencontre organisée avec les personnels. Ce dernier qui a opté pour un leadership de proximité a saisi cette occasion pour évoquer les innovations introduites au sein du programme. Il a notamment annoncé la mise en place d'une journée dédiée chaque mercredi qui sera consacrée à l'écoute des préoccupations du personnel sur toute l'étendue du territoire national. Il a également évoqué les protocoles d'accord récemment signés entre le PDDRCS et les secteurs de la formation professionnelle en vue de renforcer la réinsertion socio-économique des démobilisés. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour lui de partager sa philosophie de gestion, d'échanger autour des défis actuels, des idées nouvelles, des perspectives
perspectives d'avenir ainsi que de la nécessité d'instaurer un véritable cadre de concertation pour assurer une mise en œuvre efficace des projets de réinsertion des anciens combattants. Les agents et cadres de la province de l'Ituri ont à leur tour rassuré les patrons du PDDRCS de leur détermination à travailler avec plus d'ardeur pour redorer l'image du programme et renforcer son impact sur les terrains. Bien avant cette rencontre, le coordonnateur national, Jean-Dédier Désiré Tangatita, s'est rendu au siège de la 32e région militaire de l'Ituri. Il a été reçu par le général Urbain Tambouka. Les échanges ont porté sur la planification des opérations de désarmement à mener dans la province, la question de la destruction des armes collectées auprès des anciens combattants, ainsi que de mesures de désengorgement à prendre pour faciliter leur réinsertion. La 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud vient de se tenir à Rabat au Maroc et c'est le président du Sénat qui a porté la voix de la RDC à ces forums. Jean-Michel Samaloukounde a sollicité l'implication de tous pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Janine Kalinga, Julien Piane et bienvenue Loussala nous en parle dans son reportage. Ce forum a axé ses travaux sur les thèmes, les dialogues internationaux et continentaux dans les pays du Sud, comme levier fondamental pour faire face aux nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement commun. Du haut de la tribune de ce forum international qui a réuni plus de 30 présidents des Sénats des différents pays et nombreux chefs des délégations diplomatiques et représentants des différentes organisations internationales, le président de la Chambre des sages de la RDC, Jean-Michel Samaloukounde, a indiqué que dans un monde en mutation rapide, certains pays du Sud, dont la République démocratique du Congo, font face à des défis croissants en matière de sécurité, de stabilité politique et de développement socio-économique. La CESA doit jouer un rôle clé dans la promotion du dialogue basé sur le respect des engagements par les parties prenantes, car il faut éviter que les dialogues ne soient pris comme un alibi par certains acteurs impliqués pour allonger les calvaires de peuple. Il doit être adossé à des engagements clairs et évidents. Mon pays vit une situation humanitaire indescriptible, avec plus de 4 millions de déplacés, et qui ne peut laisser, bien sûr, indifférent la communauté internationale, et en particulier l'ACK, notre organisation. Face à cette situation, plusieurs procédures que nous saluons ont été initiés, entre autres celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature le 25 avril de cette année de la déclaration de principe pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Jean-Michel Samaloukounde a par ailleurs sollicité l'implication de la CESA dans la recherche des solutions face à la situation humanitaire indescriptible que vit la partie est de la RDC malgré plusieurs processus pour la paix initiés, notamment celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature de la déclaration des principes pour la paix. Cette guerre d'agression qui dure plus de 3 décennies, et donc plus de 30 ans, a occasionné plus de 6 millions de morts. Aujourd'hui encore, les femmes sont violées, des enfants sont enrôlés de force et des morts sont comptés en milliers. Organisé le 28 et 29 avril 2025, les travaux de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de la CESA prennent fin mardi 29 avril 2025. Restons momentanément au Maroc où un autre forum vient aussi de se clôturer. Forum et Crans-Montana, cette fois-ci à Casablanca. Et c'est le vice-premier ministre en charge de l'économie qui a porté la voix de la RDC à ses assises. Et Daniel Moukoko Samba a présenté tous les efforts consentis par le chef de l'État pour améliorer le climat des affaires en RDC. Plus de précisions avec Rodé Panda.
Le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a donné au cours de ce forum économique mondial de Casablanca au Maroc des assurances aux investisseurs venus des 4 coins de la planète de la part du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pilote personnellement la question de l'amélioration du climat des affaires, et le gouvernement souminois s'y emploie pour accorder des outils de facilitation aux investisseurs crédibles pour favoriser davantage la création d'emplois à RDC. S'il y a un des dossiers qui est aujourd'hui pris en charge directement par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la question du climat des affaires. Il a créé dans son cabinet une cellule chargée justement de faire le monitoring du climat des affaires pour garder l'impulsion sur les réformes qui ont été initiées et s'assurer que ces réformes produisent les résultats escomptés, parce que les lois essentielles existent. La République démocratique du Congo a, depuis 2008-2009, mis en place un cadre légal qui devrait favoriser les investissements étrangers. En sa qualité de l'envoyé de Félix Tshisekedi à ce forum, le patron de l'économie congolaise a reçu des mains de Macky Sall, ancien président sénégalais, un trophée pour sa participation et sa contribution aux assises de Crans-Montana à Casablanca, tenues du 24 au 26 avril dernier. Pour l'édition 2025, le forum Crans-Montana s'est plus focalisé sur la question du commerce international en Afrique, la sûreté maritime et la sécurité des ports et routes navigables. C'était l'occasion pour ces décideurs étatiques de réfléchir sur les décisions à arrêter pour le désenclavement du continent. Les rescapés du dernier naufrage de la province de l'Équateur ne sont pas oubliés par le gouvernement congolais. Ils viennent de recevoir des tonnes de vivres et non-vivres. Ces dons a été remis par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba. C'est une première pour le gouverneur de cette province depuis qu'il occupe la tête de cette province il y a de cela 5 ans, a-t-il confirmé. Regardez. La province de l'Équateur ne cache pas sa satisfaction face aux gestes humanitaires posés par les gouvernements souminois, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux rescapés des derniers naufrages. La transparence qui a caractérisé la mission de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, dans les partages de vivres et non-vivres, a laissé pour la première fois sans mots le gouverneur Bobo Boloko depuis qu'il est à la tête de la province. C'est incroyable. J'ai fait plus de 5 ans à la tête de la province. Je n'ai jamais reçu une mission gouvernementale avec beaucoup de sérieux. Merci beaucoup à Madame la vice-ministre pour son travail. C'est une mission accomplie pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, qui a appelé la population de l'Équateur à continuer à faire confiance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vous porte toujours dans son cœur. C'est pour ça que je suis dépêché ici par notre gouvernement, dirigé par Maman Judith Souminois. Nous allons vous accompagner. Je suis ici pour vous. Pas de peur pour l'émissaire du gouvernement, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tshilakamba, abordant Cano Rapide, a poursuivi avec l'opération de distribution des vivres. Retour à la normale à Mambasa, Aru et Djougou de la province de l'Ituri. Plus de 7 mois déjà que ces territoires n'ont plus enregistré de cas de violence et les menaces sécuritaires ont sensiblement baissé. Les marchés sont de nouveau opérationnels, les boutiques ont rouvert, le taxi circule également. Les élèves aussi ont repris le chemin de l'école. La vie vient de retrouver son rythme normal, un retour très salué par les autorités de la province. La paix, la cohésion sociale et le développement, voilà l'objectif de l'administration militaire d'Ituri qui commence déjà à porter ses fruits à travers la province. De Mambasa à Aru, en passant par Djougou, jadis épicentre de l'insécurité, une accalmie sécuritaire sans précédent s'observe depuis un certain temps grâce aux efforts de paix déployés par l'administration militaire. Par conséquent, la vie a repris normalement dans les coins et recoins du territoire des Djougou. Ça fait 7 mois dans la commune rurale de Mungwalu, on n'a pas enregistré de cas de désordre. Donc, nous vous confirmons que la situation est calme
Mais sauf qu'il y a un petit déplacement de la population et nous comptons nous-mêmes descendre la semaine prochaine à Fataki pour faire un dialogue entre la communauté Ema et la communauté Lendu afin que la population puisse revenir. Du côté des Mambasa, le plus grand territoire de l'Ituri riche en faune et flore, les menaces sécuritaires ont sensiblement baissé. Une prouesse dans l'actif de l'administration militaire. Nous venons d'observer au jour d'aujourd'hui près de 7 mois sans qu'il n'y ait des situations telles que ça puisse mettre en cause la quiétude de la population. Ça fait un bon bout de temps. En territoire d'Arou, le développement continue son bon nombre de chemins dans un climat de paix. L'administrateur policier de ces territoires, modèle de la province de l'Ituri, recommande à d'autres de faire taire les armes qui ne profitent à rien. D'abord, à Arou, nous n'avons pas de groupes armés. C'est un fait très très marquant du côté de la sécurité. S'ils se mettent à développer Djougou, aucun autre territoire ne peut atteindre le développement qui peut être à Djougou. Parce que d'abord, que ce soit la terre, les sous-sols et les sols, c'est extrêmement riche. Résolument engagé sur tous les fronts à travers l'approche non militaire et militaire, l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, commandant des opérations, a enregistré plusieurs avancées sécuritaires, socio-économiques et du développement depuis l'avènement de l'état de siège dans cette partie du pays. Ces mérites reviennent à la population iturienne et à son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les étudiants et autres jeunes leaders de divers domaines appelés à être des ambassadeurs de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale, l'appel est de la MONUSCO au cours d'un atelier d'éveil de la conscience. Mamita Bangoulou était sur place et nous en parlait. Réunissant des étudiants, des jeunes et des femmes ici de différents domaines, cet atelier de réflexion sur l'éveil de la conscience avec comme l'objectif de responsabiliser et outiller les jeunes leaders afin qu'ils deviennent des acteurs incontournables de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale en RDC à travers une prise de conscience individuelle et un engagement concret. Le professeur Placide Mabaka de l'Université protestante au Congo a martelé sur le rôle de la jeunesse dans la cohésion nationale. La nécessité pour la jeunesse congolaise de contribuer à la paix et surtout de militer et d'agir pour la cohésion nationale. David Fungi de la division de l'information publique de la MONUSCO a démontré comment les jeunes se partagent de messages qui les entraînent dans les mauvaises pratiques. On a voulu organiser cette activité pour que le jeune s'approprie de cette déclaration et devienne carrément acteur de la paix en RDC. Au lieu que le jeune regarde toujours sur les autres, et on a voulu que le jeune lui-même d'abord fasse une analyse de ce qui se passe dans le pays. Pour sa part, Eli Ali Mbenga a rappelé que les jeunes devraient être les artisans de la paix. Tout ce que les jeunes peuvent retenir de cette activité, c'est que nous devons nous engager de manière concrète à lutter, à ne pas regarder ce que les autres font pour notre pays, mais ce que nous-mêmes nous pouvons faire et contribuer, apporter pour que notre pays redevienne le pays que nous voulons. 3 thématiques notamment, l'implication de la jeune congolaise dans la recherche de la paix et de la cohésion nationale, mais aussi l'influence de la zone linguistique dans les relations intercommunautaires ont été discutées en panel pour analyse approfondie afin de faciliter la compréhension par tous. Tous les avantages contenus dans le nouveau code minier de 2018 étalés en long et en large dans un nouveau livre, Théorie approfondie de la co-construction et essor du secteur minier, c'est le titre de ce nouveau document qui vient de faire son apparition. Son auteur, John Ekina Bongongo, l'a présenté hier à la presse. Pirombo Saïdi a assisté à cette présentation. Les différentes bibliothèques scientifiques congolaises, disséminées dans toutes les institutions universitaires et autres salles de lecture UP du pays, verront leurs rayons d'exposition et autres étalages recevoir dans les jours à venir un nouveau manuel scientifique intitulé « Théorie approfondie de la construction et essor du secteur minier, portée économico-financière du code minier congolais, reflet de joint venture, sa réforme et son industrialisation ». Un manuel écrit par le PhD docteur en management économique, le professeur John Ekina Bongongo, et qui est publié aux éditions universitaires européennes basées dans la ville allemande de Bonn. Dans une quadruple approche historique, dialectique, comparative et surtout scientifique, l'auteur soutient que l'essor du secteur minier dépend d'un fort degré de co-construction, se traduisant par la participation à outrance des acteurs majeurs, des partenariats ou joint ventures minières.
Partant de cette situation, l'auteur, le PhD John Ekina Bongongo, procède à un décryptage croisé de la portée économico-financière de l'ancien code minier de 2002 et celui du nouveau code révisé de 2018 et a abouti au constat selon lequel le taux d'imposition du nouveau code révisé de 2018 est allé largement au-delà des attentes. Fort de cela, il propose quelques recommandations qui s'avèrent être nécessaires à l'ère actuelle, notamment l'éventuelle réforme du code minier 2018, l'industrialisation holistique du secteur minier et l'application plausible de la théorie de la co-construction dans le secteur minier. Il convient de souligner que ces manuels scientifiques de haute portée économico-industrielle, écrits aussi bien en français qu'en anglais, est préfacé par le professeur Simon Mapana Mangouma. Il compte 421 pages, lesquelles pages sont subdivisées en 3 grandes parties, contenant 10 chapitres avec beaucoup d'illustrations comprenant 82 figures, une trentaine de graphiques et 42 tableaux, sans oublier la centaine d'abréviations, sigles et symboles utilisés par l'auteur dans cette œuvre scientifique. C'est fini pour ce journal dès 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, réalisé par Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Héritier Katendi, Alain Sodi, Didier Diawa. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h30 pour le journal de la mi-journée. Mais entre-temps, nous vous laissons entre les bonnes mains de Yves Sikila et toute son équipe de l'émission Les Paniers. À très bientôt.